Mes parents ont boycotté mon mariage avec un agent de sécurité. Un clip de 10 secondes les a démasqués. Je m'appelle Melinda Mullins. J'ai 28 ans. La veille de mon mariage, ma mère m'a laissé un message vocal à 23h43. Melinda, il n'est pas trop tard pour annuler. Ne nous fais pas honte comme ça. Mon père m'avait déjà écrit une lettre de 4 pages, qualifiant mes choix d'intellectuellement incompatibles avec les valeurs de notre famille. Je l'ai écoutée 3 fois avant de comprendre qu'elle ne viendrait pas. 68 invitations de mon côté, 0 réponse. Ma mère avait envoyé un email groupé à tout le monde. Nous ne pouvons pas y assister en toute bonne conscience. Leur raison? Mon fiancé travaillait de nuit comme agent de sécurité à l'hôpital. Pour eux, il n'était personne. Ils ignoraient que des inconnus l'arrêtaient dans la rue pour le remercier. Ils ignoraient pourquoi son téléphone sonnait à 2 heures du matin avec des voix paniquées et pressées. Ils ne se sont jamais posé la question. Alors, le 14 septembre 2025, j'ai marché seule dans l'allée, sur environ 27 mètres, devant 34 chaises vides. 48 heures plus tard, un clip de 10 secondes de ma réception est devenu viral. Et l'homme que ma famille appelait personne est devenu la seule personne dont tout le monde parlait. C'est là qu'ils ont réalisé ce qu'ils avaient en fait. Mais il était trop tard. Si vous regardez, abonnez-vous et dites-moi d'où vous nous suivez. Laissez votre localisation et l'heure locale dans les commentaires. Je les lis tous. Maintenant, laissez-moi vous ramener 14 mois en arrière, dans une salle d'attente d'hôpital à 2h17 du matin, où j'ai rencontré un homme en uniforme de sécurité qui allait tout changer. Le 19 février 2024, aux urgences de l'hôpital de Pennsylvanie. Ma colocataire avait eu un accident de vélo. Rien de mortel, mais suffisant pour nous conduire aux urgences à 2 heures du matin. J'étais assise dans cette salle d'attente depuis 3 heures. Des chaises en vinyle verte, des lumières fluorescentes qui donnaient à chacun l'air à moitié mort. Une machine à café avec un panneau hors service, scotché dessus. Je fixais mon téléphone, sans vraiment le voir, quand quelqu'un s'est arrêté devant moi. « Vous êtes là depuis 3 heures. Avez-vous mangé ?» J'ai levé les yeux. Un agent de sécurité, la trentaine peut-être. Cheveux foncés, bottes usées, badge d'identification de l'hôpital accroché à sa ceinture mais retourné, de sorte que je ne pouvais pas le lire. Son visage était fatigué, mais bienveillant. Le genre de fatigue qui vient du travail de nuit, pas du manque de sommeil. Non, je n'ai pas mangé. Les distributeurs sont en panne. Je vais vous chercher quelque chose dans la salle du personnel. Il est revenu 6 minutes plus tard avec un sandwich à la dinde encore emballé et une tasse de café dans un gobelet en carton. « Merci », ai-je dit. « Vous n'étiez pas obligé. » Vous en aviez l'air. Nous avons parlé pendant 6 minutes, peut-être 7. Il n'a pas dit grand-chose sur lui-même, juste « Je travaille ici la nuit, surtout. Je m'occupe surtout des opérations de nuit. » Mais sa façon de parler était différente, calme, précise, comme si chaque mot était choisi avec soin, comme s'il ne gaspillait pas d'énergie pour des choses sans importance. « Vous aimez travailler la nuit ?» ai-je demandé. « C'est là que le travail compte le plus. » Je ne savais pas ce que cela signifiait. Je n'ai pas demandé. Quand l'infirmière m'a finalement appelée pour voir ma colocataire, je me suis levée. Il était toujours là, les mains dans les poches, observant les portes des urgences comme s'il surveillait quelque chose que je ne pouvais pas voir. « Je suis Melinda », ai-je dit. « Nathan. » Une infirmière est passée devant nous, l'a vue, a commencé à dire quelque chose. « Docteur. » Il l'a interrompue d'un regard, juste un coup d'œil. Elle s'est arrêtée au milieu de sa phrase et a continué son chemin. Je l'ai remarqué, mais je n'ai pas compris. « Prenez soin de vous », a dit Nathan. J'ai cru que c'était la fin. Un gentil inconnu dans un hôpital à 2 heures du matin. Un de ces moments dont on se souvient, mais qu'on ne revisite jamais. 3 jours plus tard, il m'a trouvé sur les réseaux sociaux et m'a demandé si je voulais prendre un café. Notre premier rendez-vous a eu lieu le 3 avril au Reading Terminal Market à 12h30 de l'après-midi. Il est arrivé à l'heure,
vêtu d'un jean et d'une veste grise usée. Il avait toujours l'air fatigué. Je me suis demandé s'il avait travaillé la nuit précédente. Nous avons flâné dans le marché, acheté des Philly cheesesteaks chez l'un des vendeurs, et nous nous sommes assis sur un banc près de Bassett's Ice Cream. Il a parlé de Philadelphie comme s'il l'aimait, mais n'avait pas le temps de la visiter. J'ai parlé de mon travail. Je travaillais dans l'édition universitaire. Rien de glamour, mais j'aimais ça. Vous travaillez autant? Ai-je demandé quand il a mentionné ne pas sortir souvent pendant la journée. Quelque chose comme ça. Son téléphone a vibré 4 fois pendant le déjeuner. Il l'a vérifié une fois, a froncé les sourcils, a tapé quelque chose que je ne pouvais pas lire. Que des chiffres et des abréviations, comme de la sténographie médicale, puis il l'a rangé et m'a accordé toute son attention. Désolé, a-t-il dit. C'est bon. Tout va bien? Oui, juste le travail. 2 heures. Il a payé en espèces. Il n'a plus vérifié son téléphone. Quand nous nous sommes dit au revoir, il a souri. Il a vraiment souri pour la première fois. Puis-je vous revoir? A-t-il demandé. J'ai dit oui. Nous nous sommes engagés dans une relation, lentement au début, puis, tout d'un coup, Nathan travaillait des horaires de fou. Parfois, il disparaissait pendant 36 heures d'affilée. Des quarts de nuit, disait-il. Des urgences à gérer. Je n'ai pas insisté. Je me suis dit que c'était des opérations hospitalières, peut-être de la gestion, quelque chose qui le gardait d'astreinte. Il vivait simplement, dans un studio à South Philly, avec à peine des meubles, des livres partout, principalement des manuels et des revues médicales. Je l'ai interrogé à leur sujet une fois. Juste intéressé par les questions de santé, a-t-il dit. Tu lis des revues de chirurgie traumatologique pour le plaisir? J'aime comprendre comment les choses fonctionnent. En décembre 2024, nous étions ensemble depuis près de 10 mois. J'étais amoureuse, complètement, follement amoureuse d'un homme qui travaillait de nuit et lisait des protocoles chirurgicaux comme d'autres lisaient des romans. Emménage avec moi, ai-je dit une nuit de décembre. Il m'a regardé longuement. Tu es sûr? Je ne suis pas souvent là. Je suis sûre. Il a emménagé avec un sac de sport, une pile de revues médicales, un beeper qui sonnait à des heures aléatoires et le faisait quitter l'appartement à 2 heures du matin, sans explication. Je l'aimais pour ce qu'il était. Calme, gentil, solide. Je n'ai jamais eu besoin de savoir ce qu'il faisait. Je savais juste qu'il était bon dans ce qu'il faisait. Ma famille se soucierait de ce qu'il faisait, mais pas moi. Le 22 mars 2025. J'ai finalement parlé de Nathan à ma mère. Je vois quelqu'un, ai-je dit au téléphone. Oh, comme c'est merveilleux. Sa voix s'est éclaircie. Que fait-il dans la vie? J'ai hésité juste une seconde. Il travaille à la sécurité du Pennsylvania Hospital. Silence. Opération de sécurité? A-t-elle répété lentement. Est-ce de la gestion? C'est du travail hospitalier, maman. Bien sûr. Je suis sûre qu'il est très dévoué. Ce ton. Je connaissais ce ton. C'était la même voix qu'elle utilisait pour refuser des invitations à des événements caritatifs qu'elle jugeait indignes d'elle. Polie, soigneusement neutre, venimeuse. Nous aimerions le rencontrer, a-t-elle dit. Super. Je vais organiser quelque chose. J'ai raccroché. Nathan était dans la cuisine en train de faire des œufs. Il n'a pas levé les yeux. Ils veulent te rencontrer, ai-je dit. J'ai entendu. Ça ira. Il a dressé les œufs, m'a tendu une fourchette. Ça n'ira pas, Mélinda, mais nous le ferons quand même. Le 18 mai 2025, 19 heures. La maison de mes parents à Binmar, Pembroke Road, avec des œuvres d'art victoriennes restaurées au mur. Le genre d'endroit qui sent l'argent ancien et les attentes encore plus anciennes. Nathan est arrivé à l'heure. Il a apporté du vin, une bouteille modeste, rien de cher. Il s'est habillé de son mieux, ce qui n'était toujours manifestement pas assez cher. J'ai vu les yeux de ma mère jeter un coup d'œil à ses chaussures, usées, pas de marque. Mon père lui a serré la main, une poignée ferme, un regard évaluateur. Mélinda nous dit que vous travaillez dans la sécurité hospitalière. Oui, monsieur. Opération et protocole de sécurité. Et votre parcours éducatif? Bourse d'État universitaire.
Ma mère a souri. Son sourire n'atteignait pas ses yeux. Le dîner fut atroce. Mes parents ont parlé de titularisation, de publication, de projets de sabbatique en Provence. Nathan a écouté. Il n'a pas essayé de les impressionner. Il a répondu poliment aux questions. Il n'a pas joué leur jeu. À mi-chemin du dîner, notre voisine, la professeure Adelaide Winters, a mentionné les problèmes de santé de son fils. Vertige, problème d'équilibre. 3 médecins, pas de réponse. Nathan a posé sa fourchette. Cela ressemble à une névrite vestibulaire, pas à des vertiges. A-t-il vu un ORL? La table est devenue silencieuse. Comment saviez-vous cela? A demandé ma mère. Je travaille à l'hôpital. On apprend des choses. Il n'a pas donné plus de détails. Il est retourné à son repas. Ma mère l'a fixé du regard pendant 3 secondes. Puis elle a changé de sujet. Le dîner s'est terminé à 21h30. Nous sommes rentrés en silence. Je sentais le poids de ce qui venait de se passer peser sur nous deux. À 22h43, mon téléphone s'est allumé. « Maman, nous devons parler de ton avenir. Appelle-moi quand tu auras un moment. C'est important. » Nathan a tendu la main et a tenu la mienne. Il n'a pas dit que ça irait. Il savait que non. Le 3 juin. La lettre de mon père est arrivée. 4 pages tapées en interligne simple sur l'entête du département d'économie de l'Université de Pennsylvanie. Je l'ai lu 2 fois avant de pouvoir respirer. Nous t'avons élevé pour que tu valorises l'éducation, le discours et le partenariat intellectuel. Nous craignons qu'un mariage bâti sur des fondations si désespérées ne résiste pas aux défis du temps. Il ne s'agit pas d'amour. Il s'agit de la compatibilité des chemins de vie. Nathan semble être un homme gentil, mais la gentillesse seule ne peut combler le fossé entre ton monde et le sien. Nous disons cela parce que nous t'aimons et voulons que tu aies un partenaire qui puisse te rejoindre là où tu es, intellectuellement, socialement, professionnellement. S'il te plaît, reconsidère cette voie avant qu'il ne devienne trop difficile de faire marche arrière. Le mot « désespéré » est apparu 3 fois. J'ai appelé Nathan. Il était au travail. J'entendais les bruits d'un hôpital en arrière-plan. Moniteur qui bip, voix lointaine. Mon père m'a envoyé une lettre. Qu'est-ce qu'elle disait? Je lui ai tout raconté. Il a écouté sans m'interrompre. « Veux-tu m'épouser » a-t-il demandé quand j'ai eu fini. « Oui. Alors nous nous marierons. » C'était tout. Pas de colère, pas de défensive, juste une certitude tranquille. Je l'ai aimé plus à ce moment-là que jamais auparavant. Le 10 juin, ma mère m'a invité à prendre un café. Rittenhouse Square, 15h. Je me suis présentée en pensant que nous allions parler, peut-être nous disputer, peut-être trouver un terrain d'entente. Elle avait amené quelqu'un. Melinda, voici le docteur Trevor Ashford. Sa mère et moi siégeons ensemble au conseil d'administration. Trevor, voici ma fille. Trevor s'est levé, a souri, un badge PenMed accroché à sa ceinture comme un trophée. Chirurgien pédiatrique, toute Ivy League. Les étés dans le Maine. Un pedigree parfait. Je me suis assise parce que partir immédiatement aurait semblé trop dramatique. J'ai tenu 11 minutes. La famille de Trevor a une maison à Bar Harbor. Ma mère disait que nous aurions tant en commun. Je suis fiancée, maman. Tu n'es pas encore mariée. Je me suis levée, laissant mon café intact, et je suis partie. Ma mère ne m'a pas suivie. C'est là que j'ai su qu'il n'allait pas s'arrêter. Le groupe de discussion familiale a explosé. 23 messages non lus au moment où j'ai vérifié ce soir-là. Tante Patricia. Est-ce que quelqu'un a réellement rencontré cet homme? Cousine Émilie. J'ai entendu dire qu'il travaillait dans la sécurité, comme des quarts de nuit. Oncle Douglas. Eh bien, Melinda a toujours été indépendante. Mon frère, Andrew, n'a pas écrit dans le chat. Il a plutôt posté sur Instagram une photo de coucher de soleil. Légende. Parfois, il faut juste regarder les gens faire leurs propres erreurs. 340 mentions. J'aime. Commentaires de la famille, des amis. J'ai quitté le groupe de discussion. Ma mère m'a rajouté.
Je suis partie de nouveau. Nathan est rentré à 2h14 du matin. Son téléphone avait sonné exactement à cette heure-là. Je m'étais réveillée pour l'entendre répondre. Cross, 2 minutes. Sa voix changeait quand il répondait à ses appels. Aigu, concentré, entièrement professionnel. Combien de temps? D'accord, intubé. Si les saturations descendent en dessous de 88, j'arrive dans 12 minutes. Il était habillé et sorti en moins de 3 minutes. J'ai entendu la voiture démarrer. Il est revenu 6 heures plus tard, épuisé. Il y avait du sang sur le revers de sa chemise, juste une petite tache, à peine visible. Il m'a vu regarder. Nuit difficile, a-t-il dit. Je n'ai pas demandé, mais je me suis interrogée. Les agents de sécurité n'ont généralement pas de sang sur leur revers. Les agents de sécurité ne donnent pas d'ordre concernant l'intubation. J'ai repoussé cette pensée. Le 22 juillet, j'ai une fois récupéré Nathan à l'hôpital. 18h15. Il se tenait devant l'entrée principale, en tenue de bloc. J'avais toujours supposé que la sécurité de l'hôpital portait parfois des tenues de bloc. Sur le moment, ça ne m'a pas paru étrange. Une infirmière est passée, l'a vu, s'est arrêtée. Docteur Cross, la famille de la B3 veut vous remercier avant de partir. Dites-leur que je passerai. Elle a hoché la tête et est partie. Je l'ai fixée du regard. Cette infirmière vous a appelé docteur. Elle est nouvelle. Elle a probablement confondu le système de badge. Son badge d'identification de l'hôpital était retourné sur sa ceinture. Je ne pouvais pas voir ce qu'il y avait écrit. J'ai failli insister, failli lui demander directement. Puis, j'ai vu à quel point il était fatigué. Des cernes sous les yeux, le genre d'épuisement qui pénètre jusqu'aux os. J'ai laissé tomber. Je regrette maintenant de ne pas avoir demandé. Le 12 août 2025, j'ai envoyé 68 invitations à ma famille. Du beau papier cartonné couleur crème. Adressage calligraphié. Chacune coûtait 4 $ à imprimer. Je les ai adressées à la main. Parents, frères, tantes, oncles, cousins, amis de faculté de ma mère, collègues de département de mon père, amis de la famille que je connaissais depuis l'enfance. Date limite de réponse, le 28 août. Nathan m'a regardé sceller les enveloppes. « Tu n'es pas obligé de les inviter », a-t-il dit. « C'est ma famille. » D'accord. Il n'a pas discuté, mais je l'ai vu dans ses yeux. Il savait ce qui allait arriver. Le 20 août, 15h22. Ma mère a envoyé un email. Je n'étais pas sur la liste des destinataires. Elle ne m'a pas mise en copie. Je l'ai découvert parce que ma cousine Émilie me l'a transféré 2 heures plus tard avec le message. C'est ça le sujet? Nous ne pouvons pas y assister en toute bonne conscience. Chère famille et amis, après de longues et douloureuses délibérations, nous devons vous informer que nous n'assisterons pas au mariage de Melinda le 14 septembre. Nous aimons profondément notre fille, mais nous ne pouvons pas en toute bonne conscience soutenir un mariage qui représente un tel écart par rapport aux valeurs et aux attentes de notre famille. Nous espérons que vous comprendrez et respecterez notre décision. Avec nos regrets. Catherine et Lawrence Mullins. Une photo de famille de Noël dernier, avant Nathan, était jointe. Je n'y étais pas. J'avais sauté Noël cette année-là. Je l'ai lu 4 fois. Puis j'ai appelé le traiteur. Je dois annuler 68 places. Elle a marqué une pause. 68? Vous êtes sûre? Je suis sûre. Je suis tellement désolée, a-t-elle dit doucement. Je ne m'attendais pas à de la gentillesse de la part d'une inconnue. J'ai pleuré dans ma voiture pendant 25 minutes après avoir raccroché. Le 28 août, date limite de réponse. 0 réponse de ma famille, pas une seule. Certaines personnes avaient ouvert l'invitation. Je pouvais voir les confirmations de lecture sur les emails. Elles n'avaient simplement pas répondu. D'autres ne les avaient jamais ouvertes du tout. Mon frère n'a pas renvoyé son invitation. Il n'a pas écrit. Il n'a pas appelé. Rien. Le 3 septembre, j'ai rencontré la coordinatrice du lieu de réception au Fairmont Park Horticulture Center.
Nous devons ajuster la disposition des sièges, ai-je dit. Elle a affiché le plan de salle. Capacité de 150 personnes. Nous avions prévu 82 invités du côté de Nathan, 68 du mien. Combien de places devons-nous retirer de votre côté? A-t-elle demandé doucement. Toutes. Laissez les chaises. Laissez-les simplement vides. Elle m'a regardé. Nous pourrions déplacer les invités de Nathan pour que cela semble plus équilibré. Non, laissez le côté gauche exactement tel quel. 34 chaises vides. Je veux le voir. Elle m'a regardé comme si je me punissais. Peut-être que oui, mais j'avais besoin que la vérité soit visible. Le 13 septembre 2025, la veille de mon mariage. Mon téléphone était silencieux. Pas d'appel de ma mère, pas de SMS de mon père. L'Instagram de mon frère était rempli de ses publications habituelles. Photos de salles de sport, de nourriture, de coucher de soleil, rien sur moi, rien sur le lendemain. Nathan est rentré d'un quart de nuit à 11h47. Il m'a trouvé sur le canapé, fixant mon téléphone. Il s'est assis à côté de moi, n'a rien dit, a juste pris ma main. « Nous pouvons annuler », a-t-il dit finalement. « Nous pouvons aller à la mairie lundi, juste nous deux ?» Non, je veux le mariage. Je veux qu'ils sachent ce qu'ils ont choisi. Il m'a embrassé le front. « D'accord, alors nous faisons ça à ta manière. » À 11h43, mon téléphone a sonné. « Maman », ai-je répondu. « Mélinda, il n'est pas trop tard pour annuler. Pense à ce que tu fais à cette famille. Ne nous fais pas honte comme ça. » Elle a raccroché avant que je puisse répondre. Je l'ai écoutée 3 fois avant de comprendre. Elle ne venait vraiment pas. Le 14 septembre 2025, 16h, j'étais seule dans la suite nuptiale. Pas de mère pour m'aider avec ma robe, pas de demoiselle d'honneur de mon côté. La coordinatrice du lieu, elle s'appelait Sarah, m'a aidée à remonter la fermeture éclair de ma robe. « Vous êtes magnifique », a-t-elle dit. « Merci. » Je me suis regardée dans le miroir. Robe blanche. David's Bridal. 1200 $. Les cheveux coiffés par une styliste qui travaillait en silence car elle sentait que je ne voulais pas parler. Le maquillage, je l'avais fait moi-même parce que je ne me faisais pas confiance pour ne pas pleurer si quelqu'un d'autre s'en occupait. J'étais belle. J'étais seule. J'ai vérifié mon téléphone une dernière fois. 0 message. Je l'ai éteint. 16h02. Les portes se sont ouvertes. Le quatuor à cordes a commencé à jouer. Le canon, en effet. La chanson que j'avais choisie 6 mois plus tôt, quand je pensais encore que mon père m'accompagnerait jusqu'à l'hôtel. Je me suis tenue sur le seuil et j'ai regardé. Côté gauche, 34 chaises vides. 34 programmes de cérémonie posés, intacts, sur les sièges. 34 marque-places aux tables de la réception qui ne seraient jamais réclamées. Côté droit, les proches de Nathan debout, souriant. 82 personnes qui l'aimaient. Ses parents au premier rang, des gens de la classe ouvrière, chaleureux, présents. Sa mère pleurait déjà. Nathan se tenait à l'autel dans un costume bleu marine. Il m'a vue. Son visage s'est décomposé. Il a murmuré quelque chose. Je ne pouvais pas l'entendre, mais je savais ce qu'il disait. Je suis désolée. Je suis tellement désolée. J'ai commencé à marcher. 27 mètres. Pas de père, pas de frère, personne pour me tenir le bras et me dire que je faisais le bon choix. Juste moi. Des talons blancs qui me faisaient mal aux pieds, un bouquet que je tenais trop fort et 34 chaises vides me regardant comme des témoins d'une exécution. Chaque pas était un acte de défi. Chaque chaise vide était un choix qu'ils avaient fait. J'ai continué à marcher. Nathan a pris mes mains quand je l'ai rejoint. Elles tremblaient, les nôtres à tous les deux. L'officiante, la révérende Patricia Okoye, quelqu'un que Nathan connaissait de son travail communautaire, a commencé la cérémonie. Nous avions écrit nos propres vœux. Nathan a commencé. Sa voix s'est brisée à mi-chemin. « Je n'ai pas grand-chose », a-t-il dit. « Mais ce que j'ai est à toi. Mon temps, mes mains, ma vie. Je te vois, Mélinda. »
Je t'ai toujours vu. Je ne pouvais pas m'arrêter de pleurer. Mon tour. Tu es assez, ai-je murmuré. Tu as toujours été assez, et je te choisis aujourd'hui et chaque jour après. L'officiante a souri à travers ses propres larmes. Vous pouvez embrasser la mariée. Nathan a doucement encadré mon visage, m'a embrassé comme si nous n'étions pas dans une pièce avec 34 chaises vides, comme si nous étions seuls. Pendant un instant parfait, le vide n'avait plus d'importance. La réception a commencé à 16h35. Même lieu, salle différente, table 3, avant-gauche, 8 couverts, marque-place et calligraphie. Catherine, Lawrence, Andrew, tante Patricia, oncle Douglas, cousine Emily, la meilleure amie de ma mère, Helen, la collègue de mon père, la professeure Winters, 8 sièges vides, des couverts parfaits, des fleurs, des coupes de champagne qui ne seraient jamais touchées, des assiettes qui ne contiendraient jamais de nourriture. La famille de Nathan a essayé de remplir l'espace de chaleur. Sa mère, Diane, m'a serré si fort que j'avais du mal à respirer. « Tu es notre fille maintenant », a-t-elle dit. « Tu as toujours été assez pour nous. » J'ai souri, à elle, puis j'ai regardé la table 3. Je n'y pouvais rien. Chaque heure, je regardais cette table vide 2 fois. C'était une blessure qui ne se refermait pas. 18h33. Notre première danse a commencé sur Can't Help Falling in Love. 3 minutes et 2 secondes. Nathan m'a tenue. Nous avons balancé. Je pouvais sentir son cœur battre contre le mien. Je pensais qu'il viendrait, ai-je murmuré. Je sais, mon amour, je sais. Nous avons dansé. La table vide nous regardait. La chanson s'est terminée. Nous avons continué à balancer pendant 5 secondes de plus. C'est ça, ai-je pensé. C'est le reste de notre vie. Juste nous deux. J'avais fait la paix avec ça. Du moins, c'est ce que je pensais. 19h23. Le dessert était servi. Le gâteau avait été coupé. Nathan parlait à son oncle près de la table 8 quand j'ai entendu quelqu'un crier « Richard, Richard, à l'aide !» Je me suis retournée. Un homme, 62 ans peut-être, un des anciens patients de Nathan, s'était effondré près du buffet de dessert. Sa femme était à genoux à côté de lui, lui secouant l'épaule. Les gens se sont figés. Quelqu'un a crié « Appelez le 911 !» Nathan était déjà en mouvement. Il a traversé la pièce en quelques secondes, s'est agenouillé à côté de l'homme. Tout son corps a changé, passant de celui d'un invité de mariage à quelque chose de complètement différent. Quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. « Que quelqu'un appelle le 911 !» a-t-il dit. Sa voix a fendu le chaos comme une lame. « Dites-leur, homme de 62 ans, possible infarctus du myocarde, réception de mariage au Horticulture Center. » Il a vérifié le pouls de l'homme, ses voies respiratoires. Ses mains se sont déplacées avec une précision absolue. Une femme a couru, une des invitées de Nathan, quelqu'un à qui j'avais été présentée plus tôt, mais dont je ne me souvenais plus. Elle portait une robe et des talons, mais elle se déplaçait comme si elle savait exactement quoi faire. Docteur Cross, j'ai un DAE dans ma voiture. Elle courait déjà pour aller le chercher. Un autre homme apparut, plus âgé, calme. « Nathan, tu veux que je m'occupe des compressions ?» Nathan répondit « Va chercher ma trousse médicale dans ma voiture, sur le siège arrière, et commence l'oxygène si tu en as. » Ils agissaient comme une équipe, comme s'ils avaient fait cela 1000 fois. Je restais là, figé. Docteur Cross. La femme revint avec le DAE. Docteur Cross, c'est prêt. Nathan ne leva pas les yeux. Bien. Chargé à 200 joules. Commencez les compressions. 5 cm de profondeur, 100 par minute. Alternez toutes les 2 minutes. Les urgentistes arrivèrent. Ils virent Nathan. La reconnaissance traversa leur visage. Docteur Cross, nous prenons le relais, monsieur. Nous allons le transporter à peine. Nathan se leva. Posture professionnelle, main le long du corps. Son visage était parfaitement calme. Aucune panique. C'était quelqu'un qui avait déjà fait cela, maintes fois auparavant.
Une femme près de moi filmait avec son téléphone. Je ne l'ai pas remarqué sur le moment. J'étais trop occupée à fixer Nathan comme si je ne l'avais jamais vu auparavant, car c'était le cas. Ce n'était pas l'homme qui préparait des œufs dans notre cuisine. Ce n'était pas l'homme qui s'endormait en lisant des revues de chirurgie traumatologique. C'était quelqu'un d'autre. Quelqu'un que tout le monde dans cette pièce semblait connaître, sauf moi. Les urgentistes chargèrent l'homme sur une civière. Nathan les accompagna à l'hôpital. 15 minutes plus tard, il revint à 8h10. J'attendais près de notre table. « Il va bien ?» ai-je demandé. « Il va bien. Procédure de pose de stent ce soir. Rétablissement complet attendu. » Je le fixais. « Ah, vraiment ?» Je le regardais. Tout le monde n'arrêtait pas de t'appeler docteur. Nathan me regarda. Un long silence s'est installé. 3 secondes. Puis 5. Je suis médecin. Toi, Nathan, tu as dit que tu travaillais dans la sécurité. C'est le cas. Système de sécurité hospitalier, protocole de sûreté. Je supervise les opérations. Il marqua une pause. Mais je suis aussi chirurgien traumatologue, chef du service de traumatologie à Penn Medicine. Les mots n'avaient aucun sens. Je les entendais, je les comprenais individuellement, mais ensemble, c'était absurde. Tu es quoi? Un chirurgien traumatologue. Chef depuis combien de temps? 6 ans en tant que chef, 12 ans au total à peine. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Il me regarda comme si la réponse devait être évidente. Parce que tu n'as jamais eu besoin que je sois plus que ce que j'étais. Je ne savais pas quoi dire. Nous restions là, la réception de mariage se déroulant autour de nous, et je réalisais que j'étais tombée amoureuse de quelqu'un que je ne connaissais pas réellement. Ou peut-être que je le connaissais. Peut-être que je connaissais les parties qui comptaient. Mais ça, c'était tout autre chose. Nous en parlerons plus tard, dit-il doucement. Pour l'instant, nous avons un mariage à terminer. Il prit ma main, me ramenant sur la piste de danse. Je le suivis, car que pouvais-je faire d'autre? Nous partîmes à 23h, épuisés, submergés. Nous ne vérifiâmes pas nos téléphones. Nous rentrâmes simplement à la maison, tombâmes au lit et dormîmes. Nous n'avions aucune idée de ce qui se passait en ligne. Amy Palmer, la fille de l'homme qui s'était effondré, avait posté la vidéo à 20h04, 10 secondes d'images tremblantes, filmées verticalement avec un téléphone. Nathan agenouillé, l'infirmière accourant avec le DAE. Dr Cross, l'autre médecin posant des questions sur l'intubation. Nathan donnant des ordres avec une autorité absolue. Les urgentistes arrivant, s'en remettant à lui. Dr Cross, nous prenons le relais, monsieur. Légende. OMG. Le marié de ce mariage vient de sauver la vie de mon père et tout le monde l'appelle Dr Cross. Hashtag héros du mariage. Hashtag docteur. Hashtag sauveur de vie. Posté à 20h04. À 21h, 3200 vues. À 22h, 62 000 vues. À minuit, 340 000 vues. À 6h42 le lendemain matin, quand je me suis réveillée avec mon téléphone vibrant sans arrêt, 2,8 millions de vues. Le 15 septembre, je me suis réveillée avec 47 appels manqués. Des amis à qui je n'avais pas parlé depuis des mois, des connaissances de l'université, des numéros bloqués, des numéros inconnus. J'ai ouvert TikTok. La vidéo était partout, pas seulement la publication originale d'Amy. Des reposts, des partages, des montages, des vidéos de réaction, les commentaires affluaient. Attendez, c'est le docteur Nathan Cross de Penn. C'est une légende en chirurgie traumatologique. Il a fait l'opération d'urgence de ma sœur en 2021. Il lui a sauvé la vie. Le meilleur chirurgien de la côte Est. Le protocole Cross est enseigné dans les facultés de médecine maintenant. Cet homme est brillant. J'ai fait défiler, j'ai continué à faire défiler. Des centaines de commentaires, puis des milliers. Twitter était pire. Hashtag DirkCross était en tendance. Numéro 3 à Philadelphie. J'ai secoué Nathan pour le réveiller. « Nathan, Nathan, réveille-toi, c'est partout. La vidéo est partout. »
Il s'assit, regarda mon téléphone, puis le sien. Son visage pâlit. Oh non. À 10h22, Penn Medicine avait publié un communiqué. Le docteur Nathan Cross a occupé les postes de chef de la chirurgie traumatologique et de directeur médical du Philadelphia Trauma Network depuis 2019. Ses contributions à la médecine d'urgence, y compris le protocole Cross pour l'évaluation des polytraumatismes, ont sauvé d'innombrables vies. Nous sommes fiers de le compter parmi la famille Penn Medicine. Le communiqué fut repris par Philly.com, NBC Philadelphia, l'affilié local d'ABC. La communauté médicale sur Twitter s'en est emparée. Des internes qui avaient été formés par Nathan, des infirmières qui avaient travaillé avec lui, des médecins-chefs qui avaient collaboré avec lui. À 14h, le docteur Nathan Cross était en tendance nationale. Mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. Je l'ai éteint. Les commentaires continuaient d'affluer. J'ai fait l'erreur de les lire. Le docteur Cross a sauvé ma fille après une chute de 4 étages en 2023. Nous lui devons tout. J'étais interne en traumatologie sous la direction du docteur Cross. C'est le meilleur professeur et chirurgien que j'ai jamais connu. Mon frère a fait 2 arrêts cardiaques pendant l'opération. Le docteur Cross l'a ramené à la vie les 2 fois. Mon frère a eu 30 ans le mois dernier. Il est en vie grâce à cet homme. Plus de 400 témoignages de patients dans les premières 24 heures. Un fil Reddit sur r/Philadelphia. Plus de 3200 votes positifs. Plus de 18 000 partages sur Facebook. Je me suis assise à ma table de cuisine et j'ai pleuré. Je n'en avais aucune idée. Je n'avais pas mesuré qui j'avais vraiment épousé. Ou peut-être que si. Peut-être que je l'avais toujours su, sans jamais trouver les mots pour le dire. Ma mère a commencé à appeler à 13h. 11 appels entre 13h et 16h30. Mon père a envoyé un courriel à 14h47. Objet. Affaire familiale urgente. Je ne l'ai pas ouvert. Mon frère a envoyé un message privé sur Instagram à 15h15. Mélinda, je ne savais pas. Je jure que je ne savais pas. Je suis tellement désolée. Je l'ai lu, mais je n'ai pas répondu. Le 16 septembre, le monde de ma mère a commencé à s'effondrer. Des collègues de la faculté posèrent des questions. Catherine, j'ai vu une vidéo. Est-ce le mari de Mélinda? Le chirurgien traumatologue. Au salon du département d'économie du Penn. Des murmures. Je n'avais aucune idée que son gendre était Nathan Cross. Il est intervenu à notre symposium d'éthique médicale l'année dernière. Un homme brillant. Réunion du conseil d'administration de l'école privée. Ma mère est entrée. Un silence gêné s'est installé. Tout le monde avait vu la vidéo. Au tennis du country club, ses partenaires habituels posaient des questions directes. Le monde méticuleusement construit qu'elle avait bâti, fondé sur les apparences, les relations, le statut, s'écroulait, et tout le monde regardait. Le 17 septembre, à 9h22. Quelqu'un a divulgué le courriel de ma mère. Une cousine éloignée, peut-être la fille de tante Patricia. Quelqu'un avec une mauvaise conscience. Capture d'écran publiée sur Twitter. Texte intégral visible. Ligne d'objet, signature, horodatage. Nous ne pouvons pas, en toute bonne conscience, y assister. 68 000 retweets en fin de journée. Les commentaires étaient virulents. Imaginez boycotter le mariage de votre fille parce que son mari sauve des vies pour gagner sa vie. Ce courriel va les hanter pour toujours. Ils ont qualifié un chirurgien traumatologue de déviation des valeurs familiales. L'ironie. BuzzFeed a écrit un article, le Huffington Post. Les nouvelles locales l'ont repris. Internet a trouvé le profil LinkedIn de ma mère. Les commentaires ont commencé à affluer. Je n'ai rien eu à faire. La vérité les punissait déjà assez. Du 18 au 25 septembre. Nathan et moi sommes allés dans les Adirondacks. Une cabane sans service cellulaire. Un poêle à bois. Des sentiers de randonnée. Le silence. Nous avons parlé. Vraiment parlé. Pourquoi ne m'as-tu pas dit? Ai-je demandé le 3e jour. Nous étions assis sur le porche.
Il buvait du café, je buvais du thé. Les bois étaient calmes. Parce que tu m'as vu, a-t-il dit. Vraiment vu. Pas les diplômes, pas le titre, pas ce que je pouvais faire ou ce que j'avais accompli. Juste moi. Et je ne voulais pas perdre ça. Tu ne l'aurais pas perdu. Peut-être, mais j'ai passé toute ma vie d'adulte à être le docteur Cross, chef des traumatismes, le chirurgien qui a développé le protocole Cross, l'homme qu'on appelle quand tout dérape. Et c'est un bon travail, un travail important. Mais c'est aussi épuisant d'être cette personne tout le temps. Il m'a regardé. Tu m'as rencontré dans une salle d'attente d'hôpital à 2 heures du matin. Je portais un uniforme de sécurité. Je t'ai apporté un sandwich. Et tu m'as parlé comme si j'étais juste une personne. Pas d'attente, pas de supposition, juste un gars qui travaillait la nuit. Tu m'as menti. Je n'ai pas menti. J'ai juste laissé tes suppositions. Et oui, c'était mal. Je le sais. Mais Mélinda, pour la première fois de ma vie d'adulte, quelqu'un m'a aimée pour qui j'étais, pas pour ce que je pouvais faire. Et je voulais garder ça, même si c'était égoïste. Je n'ai rien dit pendant longtemps. Je suis toujours en colère, ai-je dit finalement. Je sais, mais je comprends. Il a tendu la main vers la mienne. Nous sommes restés assis là jusqu'au coucher du soleil. Le 24 septembre, nous sommes rentrés à Philadelphie. J'ai allumé mon téléphone. 340 appels manqués. Je l'ai de nouveau éteint. Octobre est passé comme un flou. La vidéo virale a fini par s'estomper. Nouveau scandale, nouveau héros. Internet est passé à autre chose. Mais les retombées pour ma famille ne se sont pas arrêtées. Les postes de ma mère au conseil d'administration d'organisations caritatives sont devenus inconfortables. Des questions sur son jugement, sur ses valeurs. Les collègues de département de mon père n'ont rien dit directement, mais les murmures persistaient. Mon frère a gardé ses distances. Ils ont essayé de me contacter, des courriels, des appels, des lettres. Je n'ai répondu à aucun d'eux. Nathan est retourné au travail. Des semaines de 80 heures, des chirurgies traumatologiques, l'enseignement aux internes, la gestion du réseau de traumatologie. Je suis retournée au travail aussi. Mes collègues avaient vu la vidéo. Ils ne savaient pas quoi dire, alors ils n'ont rien dit. La vie avançait, mais quelque chose avait changé. Je ne pouvais pas revenir en arrière. Avant de savoir qui Nathan était vraiment, avant que ma famille ne me montre qui elle était vraiment, tout était différent. Maintenant, le 8 novembre 2025, à 19h12, mon téléphone a sonné. Maman. J'ai failli ne pas répondre. Ma main a hésité au-dessus du bouton de refus. J'ai répondu. Mélinda. Sa voix tremblait. C'est ton père. Il s'est effondré lors d'un événement de la faculté. Il l'emmène à Penn Presbyterian. C'est son cœur. Ils disent « Mélinda, s'il te plaît, viens. J'ai besoin de toi. » Elle pleurait. J'ai regardé Nathan. Il attrapait déjà ses clés. Allons-y. Nous sommes arrivés à 20h20, salle d'attente des urgences de Penn Presbyterian. Ma mère était là. Son manteau de cachemire de l'événement de la faculté. Maquillage coulant, main tremblante. Elle m'a vue, s'est effondrée. « Mélinda, je sais que tu me détestes. Je sais ce que nous avons fait était... » « Maman, pas maintenant. Où est-il » Nous nous sommes assises, avons attendu. D'autres collègues de la faculté se trouvaient dans la salle d'attente. Ils m'ont reconnue, ont vite détourné le regard. Ma mère et moi ne nous sommes pas parlé. À 21h15, une infirmière est sortie. « Madame Mullins, votre mari est en chirurgie. Le docteur Cross opère. » Le visage de ma mère est devenu blanc. « Nathan. » L'infirmière a hoché la tête. « Oui, le docteur Cross est le chef de la chirurgie cardio-thoracique de garde ce soir. Votre mari est entre les meilleures mains. » Ma mère s'est effondrée sur une chaise. Je me suis assise en face d'elle. Nous n'avons pas parlé pendant 90 minutes. Finalement, elle a murmuré « L'homme que nous... » Oh mon Dieu. Mélinda, qu'avons-nous fait ? 23h47.
Les portes du bloc opératoire se sont ouvertes. Nathan est sorti, toujours en tenue de bloc, épuisé, professionnel. Madame Mullins, Melinda, votre mari est stable. Nous avons effectué un pontage coronarien d'urgence. Il va s'en sortir. Ma mère s'est levée, les larmes coulant sur son visage. Vous l'avez sauvé. Nous avons fait notre travail. Il aura besoin de rééducation cardiaque, de changement de mode de vie, mais le pronostic est bon. Nathan, sa voix s'est brisée. Après tout ce que nous vous avons fait, après ce que nous avons dit, et vous avez quand même... Madame Mullins, je suis médecin. J'ai prêté serment. Je ne choisis pas qui mérite des soins. Il l'a dit doucement, mais fermement. Ma mère a sangloté. Nathan m'a regardé. J'ai vu l'épuisement dans ses yeux et autre chose. De la tristesse. Pas pour lui-même, mais pour moi. Le 9 novembre, 10h08. Mon père s'est réveillé aux soins intensifs. Chambre 4. L'infirmière lui a raconté ce qui s'était passé. Qui l'avait sauvé. Il a demandé à voir Nathan. Nathan est venu brièvement entre deux tournées. 6 minutes. J'avais tort, a dit mon père. Sa voix était faible. Des machines bipaient autour de lui. Tellement complètement tort. Je ne sais pas comment. Monsieur Mullins, concentrez-vous sur votre rétablissement. Nous pourrons parler du reste plus tard. Je vous ai traité de personne. Oui, vous l'avez fait. Les yeux de mon père se sont remplis de larmes. Je ne mérite pas votre pardon. Non, vous ne le méritez pas. Mais cela, c'est entre vous et votre fille. Mon travail était de vous maintenir en vie. Je l'ai fait. Nathan est parti. Mon père a fixé le plafond. Il allait vivre, mais il porterait cela pour le reste de sa vie. Novembre et décembre. Ils ont essayé de renouer. Tous. 8 courriels de ma mère, 3 lettres manuscrites, 12 messages vocaux de mon père une fois qu'il a été renvoyé chez lui. Mon frère a envoyé un SMS le 15 novembre. Tu me manques. La lettre d'excuse de 5 pages de ma mère est arrivée le 20 novembre. Il n'y a pas de mots suffisants pour exprimer notre honte. Nous avons jugé un homme par son titre professionnel et avons complètement manqué son caractère. Nous avons abandonné notre fille le jour le plus important de sa vie. Nous devons vivre avec cela. Mais si tu es prête, nous aimerions essayer de regagner ta confiance, lentement, à tes conditions. J'ai tout lu. Je n'ai répondu à rien pendant 5 semaines. Le 12 décembre, j'ai envoyé un SMS à ma mère. Café lundi, juste toi et moi. Le 18 décembre, 14h30. Rittenhouse Brew, terrain neutre. Ma mère a commandé du thé, n'y a pas touché. J'ai commandé un café, en ai bu la moitié. 32 minutes. Elle s'est excusée, a pleuré, n'a pas cherché d'excuses. Pour une fois dans sa vie, elle n'a pas essayé de minimiser les choses. J'ai écouté. Puis, j'ai énoncé mes conditions. Pas de relation normale. Pas encore. Peut-être jamais. Pas de fêtes ensemble, pas de conseils non sollicités sur ma vie, pas d'attente que nous passions à autre chose. Et tu respecteras toujours Nathan. Ce sont les conditions. Elle a hoché la tête. Je comprends. Elle n'a pas demandé plus. C'était la première chose qu'elle faisait correctement depuis des mois. Le 25 décembre. Noël. Mes parents nous ont invités. Un grand dîner de famille. Tout le monde serait là. J'ai refusé. Nous avons passé Noël avec la famille de Nathan. Une maison mitoyenne de South Philly. 14 personnes dans une petite maison. La mère de Nathan avait fait trop de lasagne. Son père regardait le football. Leur chien Chester volait de la nourriture sur le comptoir. C'était bruyant, chaotique, chaleureux. Cela ressemblait à la maison. Mon téléphone a vibré à 18h. Maman, joyeux Noël. Tu nous manques. Je l'ai lu, n'ai pas répondu. Pas encore. Le 31 décembre 2025. Nathan et moi sommes restés à la maison, au calme, avec du champagne. Nous avons parlé de l'année, de tout ce qui s'était passé, de tout ce qui avait changé. Penses-tu que je devrais leur pardonner ? Ai-je demandé.
Je pense que tu devrais faire ce qui te permet de dormir la nuit. Nous avons regardé les feux d'artifice depuis notre fenêtre. La ligne d'horizon de Philly s'est illuminée. Nouvelle année, nouvelle limite, nouvelle vie. L'horloge a sonné minuit. J'ai embrassé Nathan. J'ai choisi cela. Chaque jour, je le choisissais. Les gens me demandent si j'ai pardonné à ma famille. Je ne l'ai pas fait. Mais je n'en avais pas besoin. Le pardon n'est pas nécessaire pour la paix. En revanche, poser des limites, oui. Ma famille a fait son choix. Ils ont choisi le statut, plutôt que le caractère, les apparences, plutôt que l'amour, la fierté, plutôt que leur propre fille. J'ai fait le mien. Et l'homme qu'ils appelaient personne, le flic de pacotille avec qui il ne pouvait pas être vu. Il était tout. Il m'a vu quand je n'avais rien à prouver. Il m'a aimé quand j'étais juste Mélinda. Pas Mélinda de la bonne famille, avec les bonnes références. Il a sauvé la vie de mon père, après que mon père ait passé des mois à essayer de détruire notre relation. C'est ça, Nathan Cross. Pas le chef de la chirurgie traumatologique. Pas le docteur qui a été le pionnier du protocole Cross. Pas le chirurgien qui a sauvé 3000 vies. Rien que Nathan. L'homme qui m'a apporté un sandwich à 2 heures du matin. L'homme qui m'a tenu la main quand ma famille m'a abandonné. L'homme vers qui j'ai marché le long de cette allée de 90 pieds, passant devant 34 chaises vides, choisissant l'amour par-dessus tout. J'ai appris quelque chose cette année-là. Certaines blessures ne guérissent pas. D'autres, oui. Certaines ne laissent que des cicatrices. Et c'est bien ainsi. J'ai choisi l'homme qui a vu ma valeur avant que le monde ne la valide. C'était suffisant. C'est mon histoire. Et je le referai sans hésiter. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, laissez un commentaire. Dites-moi. Les auriez-vous pardonnés? Les auriez-vous laissés revenir après tout cela? Je veux savoir ce que vous en pensez. Et si cette histoire a eu un sens pour vous, abonnez-vous. Je lis chaque commentaire, absolument chacun. Merci de m'avoir écouté. Merci d'avoir écouté mon histoire. Si elle vous a touché, laissez un like, écrivez en commentaire ce qui vous a le plus touché et abonnez-vous à la chaîne. Il y aura encore beaucoup d'autres histoires. Ce n'est pas la fin de mon histoire. Ce n'est que le début de quelque chose de meilleur.